Henry Whitlow avait toujours eu un don pour les chiffres, alors quand il dénombra les 17 poussées précises émanant de sa chambre à coucher à l'étage, il comprit que son mariage avait atteint son terme. Le craquement des planches au-dessus de la table de la cuisine, où il était assis avec ses documents de licenciement, lui révélait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le timing, le rythme et la trahison. Il était rentré plus tôt que prévu de sa dernière réunion chez Morrison Auto Parts, où on lui avait remis un chèque commémorant ses 22 années de service et une boîte en carton remplie d'effets personnels. La maison avait été exceptionnellement silencieuse. En entrant, il remarqua la voiture de sa femme Clarisse garée dans l'allée, à côté d'une BMW argentée qu'il ne connaissait pas. Maintenant, assis dans sa propre cuisine, à 14h47, un mardi d'octobre, Henry Whitlow, comptable sans histoire, mari fidèle, père dévoué, écoutait sa femme se livrer à l'intimité avec un autre homme et sentait un froid s'installer dans sa poitrine, à l'endroit où son cœur avait autrefois résidé. Les sons cessèrent. De l'eau coulait dans la salle de bain à l'étage. Henry plia soigneusement ses papiers de licenciement, les plaça au centre de la table de la cuisine et monta les escaliers. Il les découvrit dans son lit, sa femme de 23 ans, dénudée et rougeaude, se précipitant pour attraper les draps. L'homme semblait plus âgé qu'Henry ne l'avait imaginé, peut-être 47 ans, avec des cheveux argentés et une eau de Cologne coûteuse qui souillait désormais la chambre d'Henry. « Henry » hurla Clarisse. « Tu es censé être au travail. » L'homme, grand et même sûr de lui alors qu'il était nu, ne paniqua pas. Il se leva lentement, cherchant son pantalon. « Vous devez être le mari. »« Je suis Darren Marin. » Henry avait déjà imaginé ce moment, comme le font la plupart des hommes mariés dans leurs pensées oisives. Il s'était toujours vu crier, pleurer, peut-être même donner un coup de poing. Au lieu de cela, il se sentit complètement maître de lui. « Sortez de ma maison, » dit Henry calmement. « Henry, il faut qu'on parle, » commença Clarisse, mais Henry leva la main. « Sortez de ma maison. » Darren boutonnait sa chemise, prenant son temps. « Écoutez, l'ami, ces choses arrivent. Nous sommes tous adultes ici. » C'est à ce moment-là qu'Henry craqua. Il avait soulevé des pièces automobiles pendant 22 ans. Ses mains étaient calleuses, ses bras plus forts qu'il n'y paraissait quand il saisit Darren à la gorge et le projeta contre le mur de la chambre. Henry. Le sourire confiant de l'homme disparut. Henry, arrête. Clarisse criait, mais sa voix semblait étouffée, comme si elle venait du fond de l'eau. Le poing d'Henry rencontra le nez de Darren, puis sa pommette, puis sa mâchoire. Des gouttelettes écarlates éclaboussèrent les photos de famille sur la commode d'Henry. Des photos de la remise de diplôme de Sophie, de leur dîner d'anniversaire, des matins de Noël. Quand Darren s'effondra finalement, Henry continua à le frapper. Il le frappa pour 22 ans de mariage, pour avoir financé les études de Sophie, pour chaque fois que Clarisse l'avait qualifié d'ennuyeux et d'ambitieux. Assez. Tu vas le tuer. Clarisse tirait sur le bras d'Henry. Henry s'arrêta. Le visage de Darren était méconnaissable. Sa respiration était superficielle mais régulière. Henry se redressa, les jointures écorchées et ensanglantées. Il jeta un coup d'œil à sa femme recroquevillée dans un coin, drapée dans un drap de lit, et ne ressentit rien. « Appelle une ambulance », ordonna-t-il, et descendit. La police arriva 20 minutes plus tard. L'officier Martinez, un jeune homme qu'Henry reconnaissait du quartier, sembla mal à l'aise en prenant la déposition. Monsieur Whitlow, Monsieur Marin dit qu'il ne souhaite pas porter plainte. Il prétend que c'était un malentendu. Henry faillit rire. Même meurtri et battu, Darren se protégeait. On ne porte pas plainte contre un mari quand on a été découvert dans le lit de ce dernier. Qu'en est-il de la déposition de votre femme, demanda Martinez. Qu'a-t-elle dit? Que vous agissez de manière instable depuis que vous avez perdu votre emploi. Que vous buvez, que vous vous parlez à vous-même. Elle s'inquiète pour votre état mental. Henry acquiesça. Bien sûr qu'elle s'inquiétait. Cette nuit-là, seul dans son garage pendant que Clarisse restait chez sa sœur, Henry reçut un texto de sa fille, Sophie. Elle était en 3e année à l'université Butler, où elle étudiait le marketing. Grâce à son argent, à ses sacrifices, précisait le message. Tu n'es plus mon père. Le copain de maman s'occupe de nous maintenant. Je vais changer mon nom en Marin. Ne me contacte plus. Puis elle bloqua son numéro. Henry fixa le message pendant un long moment. Puis il se dirigea vers l'établi où il rangeait ses outils. Des outils qu'il collectionnait depuis 20 ans. Des outils qu'il avait utilisés pour réparer tout dans cette maison.
Des outils qui avaient construit la vie qui était en train de se désintégrer autour de lui. Il prit une clé à molette, en testa le poids dans sa main et sourit. Le lendemain matin, les papiers du divorce arrivèrent par coursier. Clarisse exigeait la moitié de tout, y compris sa pension. Elle voulait la maison. Elle voulait une pension alimentaire. Elle voulait qu'il disparaisse. Henri les signa sans les lire et les renvoya par la poste le jour même. 3 semaines plus tard, il rencontra Marcha Marin dans un restaurant du sud de la ville. C'était l'ex-femme de Darren, une femme aux yeux perçants et aux cheveux grisonnants qui avait tout perdu quand Darren l'avait quittée pour sa secrétaire 2 ans auparavant. « C'est donc vous qui avez refait le portrait de mon ex-mari, dit-elle, en se glissant dans la banquette en face de lui. Il s'en est remis, malheureusement. Marcha remua son café, scrutant Henri. Clarisse pense que vous êtes fou. Dangereux. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous êtes la première personne depuis des années à avoir fait souffrir Darren Marin. Elle se pencha en avant. Et je pense que nous devrions être amis. Henri vivait seul depuis un mois à ce moment-là. Sa barbe avait poussé, négligée. Ses vêtements flottaient, faute de nourriture. Les gens traversaient la rue en le voyant, mais Marcha Marin le regardait comme s'il était exactement ce qu'elle attendait. « Qu'avez-vous en tête » demanda Henri. Marcha sourit, et Henri vit sa propre rage se refléter dans ses yeux. « Je veux le voir brûler, dit-elle lentement. Ce fut la jeunesse de l'éducation et de la vengeance d'Henri. Marcha lui enseigna la patience. Darren possédait 3 agences immobilières en ville et avait des relations au sein du conseil municipal. Il conduisait une BMW, vivait dans une maison au bord du lac et traitait les gens comme s'ils étaient jetables. Cependant, il rognait aussi sur les coups, contournait les règles et se faisait des ennemis. La clé, expliqua Marcha lors d'un dîner dans son petit appartement, c'est de le laisser se détruire lui-même. Nous ne faisons qu'aider les choses à avancer. Henri apprit que Darren prélevait des fonds sur les comptes de gestion immobilière depuis des années, de petites sommes astucieusement dissimulées. Mais Henri était comptable. Il savait comment retrouver la trace de l'argent. « Comment le prouve-t-on » demanda Henri. « Nous ne le prouvons pas. Nous rendons la dissimulation impossible. » C'est alors qu'Henri rencontra Lassie Thorne, une bibliothécaire de la bibliothèque publique qui ressemblait à une mère au foyer mais qui pouvait pirater des systèmes comme si elle avait écrit le code elle-même. Marcha était sortie avec le frère de Lassie il y a des années, et Lassie devait une faveur à Marcha. « Qu'est-ce que vous voulez exactement que je fasse » demanda Lassie, ses doigts dansant déjà sur le clavier de son ordinateur portable. « Le logiciel de gestion immobilière de Darren, dit Henri. Il gère la collecte des loyers, la maintenance, la planification et les rapports financiers. S'il plantait pendant un audit, la ville devrait examiner tous les livres manuellement, et toute anomalie serait évidente, conclut Lassie. Pouvez-vous le faire? Lassie sourit. Je peux faire croire que ce sont des hackers chinois. Pendant que Lassie opérait sa magie numérique, Henri et Marcha géraient l'élément humain. Marcha séduisit Jim Walsh, l'auditeur de la ville, un homme solitaire divorcé depuis 3 ans et avide d'attention. En 2 semaines, Jim partageait les affaires de la ville pendant les conversations intimes. Darren est en lice pour une modification importante du zonage le mois prochain, rapporta Marcha. Il veut construire des copropriétés sur l'ancien site de l'usine. Si ça passe, il gagne des millions. Et si ça ne passe pas, demanda Henri. Il a déjà emprunté sur les bénéfices prévus. Si l'accord échoue, il perd tout. Henri sentit ce sourire froid se répandre à nouveau sur son visage. Alors nous ferons en sorte qu'il échoue. Le plan était élégant dans sa simplicité. Henri utilisa ses compétences comptables pour créer une série d'associations caritatives fictives, des organisations qui n'existaient que sur papier mais qui paraissaient suffisamment légitimes pour tromper une inspection superficielle. Chaque association soutirait de petites sommes des différents comptes de Darren. 50 $ ici, 100 $ là. Rien qui ne déclencherait d'alertes automatiques de fraude, mais suffisamment pour établir un modèle. Pendant ce temps, le virus de Lassie corrompait lentement le système de gestion immobilière de Darren. Des fichiers disparaissaient. Les rapports affichaient des chiffres impossibles. Le logiciel planta pendant la période la plus chargée du mois, lorsque le loyer était dû et que les demandes de maintenance affluaient. Lorsque l'audit de la ville commença, ils découvrirent un désastre. Des fonds manquants, des rapports falsifiés et une demande de zonage qui semblait violer 3 réglementations environnementales différentes. Il va se battre, prévint Marcha. Darren ne se laisse pas abattre facilement. Elle avait raison.
2 semaines après le début de l'audit, Henri travaillait tard dans son garage lorsqu'il entendit des voitures s'arrêter à l'extérieur. À travers la fenêtre, il vit 3 hommes sortir d'un SUV noir. Ils se déplaçaient comme des professionnels, pas des flics, mais pas des amateurs non plus. Henri s'était préparé à ce moment. Il avait passé des heures dans le garage, non seulement à planifier, mais aussi à construire. L'établi qui accueillait autrefois des projets de week-end contenait désormais des outils très différents. Le premier homme à franchir la porte du garage était grand, probablement habitué à intimider les gens par sa seule taille. Il ne s'attendait pas à ce qu'Henri l'attende derrière la porte avec une clé à roue. Le coup le frappa à la tempe, le faisant tomber instantanément. Le deuxième homme chercha quelque chose sous sa veste, mais Henri était déjà en mouvement. 22 ans à soulever des pièces automobiles lui avaient conféré à la fois vitesse et force. Le combat dura 3 minutes. Quand ce fut terminé, 2 hommes étaient inconscients sur le sol de son garage et le troisième, menotte au poignet, était attaché au cric hydraulique, suppliant Henri de ne pas appeler la police. « Qui vous a envoyé ?» demanda Henri calmement, évaluant le poids d'une clé à douille dans sa main. « Darren Marin. Il voulait juste nous faire peur, mec, c'est tout. Juste te faire déguerpir. » Henri hocha la tête, pensif. Puis, il prit son téléphone et commença à enregistrer. « Parlez-moi des autres intérêts commerciaux de Darren, » dit Henri. « Ceux dont la ville n'est pas au courant. » Environ 20 minutes plus tard, Henri possédait suffisamment d'informations pour ruiner complètement Darren, 10 fois plus. Les preuves comprenaient des produits pharmaceutiques illicites, du blanchiment d'argent par le biais d'acquisitions immobilières, la corruption de fonctionnaires municipaux et des opérations d'extorsion ciblant les propriétaires de petites entreprises. Henri transféra les enregistrements vers un serveur sécurisé, envoya des copies à Marcha et Lassie, puis contacta les forces de l'ordre pour signaler un cambriolage. À leur arrivée, les agents découvrirent 3 hommes ligotés et bâillonnés dans le garage d'Henri, chacun faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Henri était assis, serein, à son établi, absorbé par un livre. « Ils ont essayé de me cambrioler », expliqua Henri. « Je me suis défendu. » Le lendemain, le juge Léo Croft, un ami de longue date de la famille qui avait célébré le mariage d'Henri, le contacta personnellement. « Henri, je dois te rencontrer, » dit Léo. « Il y a des choses dont nous devons discuter. » Ils se rencontrèrent dans le bureau de Léo après les heures d'ouverture. Le juge paraissait avoir 10 ans de plus que dans le souvenir d'Henri. Concernant la procédure de divorce, commença Léo prudemment. Il pourrait y avoir des retards. « Ah bon ?» demanda Henri. Des éléments sont apparus concernant les implications financières de Clarisse avec M. Marin. Le tribunal doit enquêter avant de procéder au partage des biens. Henri resta silencieux. De plus, il y a la question de certains enregistrements qui ont fait surface. Des enregistrements qui pourraient potentiellement embarrasser de nombreuses personnes. « Vous y compris ?» demanda Henri doucement. Le teint de Léo pâlit. « Comment as-tu ? » « Je suis comptable, Léo. Je discerne les schémas. Vos déjeuners avec Clarisse ont commencé 3 mois avant qu'elle ne rencontre Darren. Vos relevés de carte de crédit révèlent des frais d'hôtel qui ne correspondent pas à votre emploi du temps au tribunal. Dois-je continuer ? Le juge le fixa longuement. Que désires-tu, Henri ? Je veux que mon divorce soit reporté jusqu'à ce que les actifs de Darren soient gelés. Je veux que l'enquête sur ces entreprises se déroule sans entrave. Et je veux que ma femme comprenne que ses choix ont des répercussions. Et les enregistrements restent confidentiels tant que tout le monde se conforme aux nouvelles stipulations. Léo offrit un signe de tête délibéré. Tu as changé, Henri. Tu n'es plus l'homme que j'ai marié il y a 23 ans. Non, acquiesça Henri. Je ne le suis plus. Ce week-end-là, Henri passa en voiture devant la résidence de la sœur de Clarisse et observa des camions de déménagement dans l'allée. Sa femme chargeait des cartons, le visage amaigri et fatigué. Elle avait perdu du poids et ses cheveux semblaient avoir été coupés à la va-vite. Elle le remarqua qu'il observait et s'approcha de sa voiture. « Henri, il faut qu'on parle. Est-ce bien nécessaire ? Je suis au courant de tes actions. La situation avec Darren, le divorce qui traîne. Il faut que ça cesse. » Henri la regarda, l'examina véritablement, pour la première fois depuis des mois. Elle conservait sa beauté, mais un sentiment de désespoir imprégnait désormais son regard. « Où est Sophie ? demanda-t-il. Elle est occupée avec l'école. Vraiment ? Où est-elle occupée avec son nouveau père ? Le visage de Clarisse s'effondra.
Elle est perdue, Henri. Elle s'adaptera. Vraiment? Henri enclencha la première. On verra bien. 3 mois plus tard, la vengeance d'Henri atteignit son apogée. Le conglomérat immobilier de Darren s'effondra lorsque la ville gela tous ses actifs en attendant une enquête fédérale. Le FBI s'était impliqué à la suite de signalements anonymes concernant le blanchiment d'argent et la corruption. Clarisse fut licenciée de son emploi lorsque la société immobilière ferma ses portes. Elle déménagea de chez sa sœur vers un appartement modeste, puis vers un parc de caravanes à la périphérie de la ville. Chaque semaine, elle semblait de plus en plus désespérée. Cependant, Sophie restait distante, même lorsque sa mère avait besoin d'aide. Même lorsque Darren disparut complètement, ayant prétendument fui au Mexique, Sophie garda le silence. Henri avait presque oublié sa fille lorsqu'elle apparut sur le pas de sa porte un soir de décembre. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait bloqué son numéro de téléphone. Et elle avait changé, plus âgée, plus dure, mais aussi d'une certaine manière fragile. « Papa » dit-elle, et le mot resta suspendu dans l'air glacial entre eux. Henri l'observa à travers la porte moustiquaire derrière lui. Valérie s'activait dans la cuisine, une femme 10 ans plus jeune que Clarisse, aux yeux doux et aux mains fermes, qui cohabitait avec Henri depuis 6 mois. « Je suis désolé, » dit Henri. « Est-ce que je vous connais ?» Le visage de Sophie blêmit. « Papa, c'est moi. »« C'est Sophie. »« Sophie Whitlow est décédée il y a 3 ans, » affirma Henri calmement. « Elle m'a envoyé un SMS pour m'en informer. »« S'il te plaît, papa, j'ai besoin d'aide. » C'est alors qu'Henri remarqua le léger renflement de son abdomen sous son manteau. « De qui est ce bébé ?» demanda-t-il. « De Marcus Rivera. Le fils de Valérie. » La voix de Sophie était à peine audible. Henri sentit la dernière pièce de sa vengeance se mettre en place. Il jeta un coup d'œil par-dessus Sophie au jeune homme assis dans la voiture derrière elle, Marcus, qui avait vendu des drogues illicites pour Darren avant que l'Empire ne s'effondre. Qui avait mis Sophie enceinte et avait par la suite été arrêté pour possession avec intention de distribuer. Et quelle forme d'aide précisément requiers-tu, Sophie Marin? Elle tressaillit au nom de famille. Le bébé. Il y a des complications. Des frais médicaux. Marcus est incarcéré, et je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça seul. Pourquoi ne sollicites-tu pas l'aide de ton nouveau père? Darren est parti. Il a quitté le pays. Maman vit dans une caravane. Il n'y a personne d'autre. Henri hocha lentement la tête. Alors tu t'adresses à l'homme que tu as renié? L'homme que tu as affirmé n'être pas ton père. Je me suis trompé. J'étais jeune et stupide. Et tu avais 20 ans, interrompit Henri. Assez âgé pour prendre des décisions, assez âgé pour en supporter les conséquences. Valérie apparut à l'épaule d'Henri, sa main se posant doucement sur son bras. Elle regarda Sophie avec ce qui aurait pu être de la compassion. Entre, dit Valérie. Il fait froid. Elles étaient assises dans le salon d'Henri, la même pièce où Sophie avait déballé des cadeaux de Noël pendant 18 ans, où elle avait présenté ses bulletins scolaires, ses cavaliers de bal et ses lettres d'admission à l'université. Maintenant, elle était assise à la périphérie du canapé comme une étrangère, ses mains jointes sur son abdomen. Le bébé a une malformation cardiaque, dit Sophie. L'opération coûte 200 000 $. L'assurance ne couvrira pas tout. Et tu souhaites que je finance ça, dit Henri. Tu es mon père. Le suis-je? Parce qu'il y a 3 ans, tu as rendu on ne peut plus clair que je ne l'étais pas. Tu as changé de nom de famille. Tu as choisi une nouvelle famille. Tu as pris ta décision. Sophie commença alors à pleurer, non pas les larmes délicates d'une fille habituée à obtenir ce qu'elle désire, mais les sanglots bruts et désespérés de quelqu'un qui avait épuisé toutes les options. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. J'étais furieuse à cause du divorce et furieuse contre toi pour avoir agressé Darren. Furieuse contre tout. Je croyais qu'il subviendrait à nos besoins, et au lieu de cela, il a subvenu aux siens. Oui. Henri se recula dans son fauteuil, scrutant sa fille. Elle ressemblait étonnamment à Clarisse à cet âge. Avant que les années ne l'endurcissent, avant l'affaire, avant la trahison. Parle-moi de Marcus, dit Henri. Sophie essuya ses yeux. Il a fait de mauvais choix, s'est impliqué dans des produits pharmaceutiques illicites. Quand son père est mort, Darren l'a employé comme coursier, lui promettant de l'argent facile. Et maintenant, il est emprisonné pour 3 ans, peut-être plus.
te laissant seul avec un enfant malade et sans argent. Sophie hocha la tête misérablement. Henri se leva et se dirigea vers la fenêtre. La neige tombait dehors, enveloppant l'allée où Clarisse garait sa voiture, où Sophie faisait du vélo en rond. « Je pourrais t'aider, dit Henri finalement. Sophie leva les yeux, l'espoir scintillant dans ses yeux. « Mais je ne le ferai pas. » L'espoir s'éteignit aussi vite qu'il était apparu. « Papa, tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as choisi Darren Marin comme père. Tu as choisi de me séparer complètement de ta vie. Tu as choisi de croire les mensonges de ta mère concernant mon état mental, mon alcoolisme, mon instabilité. » Henri se tourna pour la confronter maintenant. « Tu dois vivre avec ce choix. Mais le bébé n'est pas mon petit enfant. Selon toi, je ne suis pas ton père, donc ce bébé n'a aucun lien avec moi. » Valérie observait Henri avec des yeux perspicaces. Elle était consciente de ce dont il était désormais capable, consciente des efforts qu'il avait déployés pour détruire les individus qu'il avait trahis. Mais elle était aussi consciente de l'homme sous le monstre, l'homme qui conservait encore les photos d'enfance de Sophie dans son portefeuille, qui cuisinait encore ses biscuits préférés à Noël, même si elle n'était pas là pour les manger. « La porte est juste derrière toi, dit Henri à Sophie, la même porte que tu as franchie il y a 3 ans. » Sophie se leva avec difficulté, sa grossesse la rendant maladroite. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » murmura-t-elle. « Tu étais compatissant autrefois. » Henri offrit ce sourire glacial qui était devenu sa signature. « J'ai appris à être pragmatique, tout comme toi. » Après le départ de Sophie, Henri et Valérie restèrent silencieux pendant un long moment. Finalement, Valérie parla. « Vas-tu l'aider ? » ?»« Devrais-je ? » ?»« C'est ta fille. » »« Laisse-t-elle » La voix d'Henri était maintenant lasse. L'énergie le quitta. Parce que les filles ne renient pas leur père. Les filles ne changent pas de nom de famille, ne bloquent pas les numéros de téléphone et ne se choisissent pas de nouvelles familles. Elle était blessée, désemparée. Elle avait 20 ans, pas 12. Elle avait pris une décision d'adulte. Henri regarda Valérie. « Aiderais-tu Marcus s'il venait te voir maintenant, après tout ce qu'il a fait ?» Valérie resta silencieuse un instant. Son fils lui avait brisé le cœur à plusieurs reprises, en la volant, en la trompant, en choisissant la drogue et la criminalité plutôt que sa famille. Elle avait tout tenté pour le sauver, et il avait tout gaspillé. « Non, admit-elle. Je ne l'aiderai pas. » « Alors tu comprends. » Mais Henri ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit à côté de Valérie, fixant le plafond, songeant à une petite fille qui avait l'habitude de grimper dans ce même lit le samedi matin, qui s'endormait en regardant des films, la tête posée sur son épaule. Au matin, il avait pris sa décision. La confrontation eut lieu au Riverside Country Club, lors du gala annuel de la Chambre de commerce. Henri observait Clarisse depuis des semaines, suivant ses déplacements, attendant le moment opportun. Elle était serveuse à l'événement, servant des boissons aux mêmes personnes qui l'invitaient autrefois à leur dîner. Son uniforme était beaucoup trop grand. Son maquillage ne pouvait pas entièrement dissimuler les cernes sous ses yeux. Henri entra dans la salle de bal à 9 heures du soir, vêtu de son plus beau costume et portant une mallette. Les gens se retournèrent pour le regarder, certains avec curiosité, d'autres avec appréhension. Sa réputation s'était étendue au cours des 3 dernières années. Il n'était plus le comptable docile qui avait été licencié de chez Morrison Autopart. Maintenant, il était l'homme qui avait détruit Darren Marin, qui avait ruiné un empire immobilier, qui avait fait très peur à des gens puissants. Clarisse le vit arriver et laissa tomber le plateau qu'elle tenait. Des verres se brisèrent sur le sol poli, du vin se répandant sur le marbre. « Bonjour, Clarisse, » dit Henri. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je suis venu faire une annonce. » Henri se dirigea vers le devant de la salle, où le maire Davison s'apprêtait à prononcer son discours. La foule se tut alors qu'Henri s'approchait du pupitre. « Mesdames et messieurs, » dit Henri dans le microphone, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation, « j'ai quelque chose à partager avec vous. » Il ouvrit sa mallette et en sortit une tablette. En quelques clics, il la connecta au système de projection de la salle. « Il y a 3 ans, ma femme a eu une liaison avec Darren Marin. Quand je les ai surpris ensemble, je l'ai battu à moitié à mort. Vous vous en souvenez tous. C'était tout un scandale. » Des murmures parcoururent la foule. Les gardes de sécurité se rapprochaient, mais Henri leva la main. « Ce que vous ne saviez pas,
c'est que Darren avait des liaisons avec plusieurs autres femmes dans cette ville. Des femmes mariées, des femmes en vue. Et il les a filmées. La première vidéo apparue à l'écran, une séquence de sécurité granuleuse provenant de ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La foule haleta en reconnaissant les participants. La femme du juge Leo Croft, Patricia, annonça Henry calmement. Ceci a été filmé il y a 18 mois au Marriott du centre-ville. Le maire tenta de saisir le microphone, mais Henry fut plus rapide. La deuxième vidéo remplaça la première. La conseillère municipale Janet Torres. Celle-ci a été filmée dans le bureau de Darren. Le chaos éclata dans la salle de bal. Les gens criaient, essayaient de partir, essayaient d'arrêter Henry. Mais il continua à parler, sa voix perçant le bruit. Madame Davison. La femme de notre maire. Ceci a été filmé à la Maison du Lac. La sécurité finit par l'atteindre, mais Henry était déjà en train de ranger son matériel. Il avait dit ce qu'il était venu dire, montré ce qu'il était venu montrer. Alors qu'il l'emmenait de force vers la sortie, Henry aperçut Clarisse dans la foule. Elle pleurait, les mains sur le visage, tout le poids de ses choix finissant par l'écraser. Voici ce que coûte la trahison, lui lança Henry. Voici ce qui arrive quand on choisit le mauvais camp. La police arrêta Henry cette nuit-là, mais les accusations ne tinrent pas. Les vidéos étaient authentiques, obtenues par des voies légales lors de l'enquête fédérale sur les activités de Darren. Les publier étaient peut-être cruels, mais ce n'était pas illégal. Le véritable dommage était social. Au matin, tout le monde en ville savait que leurs citoyens les plus en vue avaient couché avec un criminel. Le maire démissionna, le juge Croft prit une retraite anticipée, 3 conseillers municipaux démissionnèrent, et Clarisse devint inemployable. Personne ne voulait embaucher la femme qui avait introduit Darren Marin dans leur vie, qui avait ouvert leur communauté à sa corruption. Henry aurait dû se sentir satisfait. Sa vengeance était complète, ses ennemis détruits. Mais quand il rentra chez lui, il trouva Valérie en train de faire ses valises. « Je ne peux plus faire ça », dit-elle sans le regarder. « Faire quoi ? Te regarder te détruire ? Te regarder devenir quelque chose de laid. » Henry s'assit sur le lit, soudain épuisé. Ils m'ont trahi en premier. Je sais. Et je comprends pourquoi tu voulais te venger. Mais ça ? Elle fit un geste vers la télévision, qui montrait des images du désastre du country club. Ce n'est plus une question de justice. C'est une question de blesser des gens. Ils l'ont mérité. Peut-être. Mais Sophie ? Et tes petits-enfants ? Sophie a fait son choix. Elle avait 20 ans, Henry. Les jeunes de 20 ans font des choix stupides. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer. Valérie termina de faire sa valise et se tint près de la porte. Marcus est mon fils. Il a fait des erreurs terribles, il m'a blessé d'une manière que je ne peux même pas décrire. Mais s'il venait me voir demain, s'il avait besoin d'aide, je trouverais un moyen de lui en donner. Parce que c'est ça, l'amour. Et s'il te trahissait à nouveau ? Si l'aider ne faisait qu'encourager d'autres mauvais choix. Alors au moins, je saurais que j'ai essayé. Au moins, je saurais que je n'ai pas laissé la colère me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Après le départ de Valérie, Henry resta assis seul dans sa maison pour la première fois depuis des mois. Le silence était total. Pas de circulation à l'extérieur, pas de voisins qui parlent. Aucun bruit de vie nulle part autour de lui. Il monta à l'étage, dans l'ancienne chambre de Sophie, qu'il avait conservée exactement comme elle l'avait laissée. Ses trophées de lycée étaient toujours sur les étagères, ses peluches toujours sur le lit. Des photos de ses amis, de son cavalier de bal de promo, de sa lettre d'admission à l'université Butler. Tout était figé dans le temps, attendant une fille qui ne reviendrait jamais à la maison. Henry ouvrit son placard et trouva la boîte qu'il y avait cachée il y a 3 ans. À l'intérieur, il y avait des copies de toutes les vidéos, de tous les enregistrements, de toutes les preuves qu'il avait rassemblées pendant sa campagne de vengeance. Il y avait aussi autre chose dans la boîte. Un relevé bancaire montrant un compte au nom de Sophie. Un compte qu'Henry finançait secrètement depuis 3 ans. 250 000 $. Plus qu'il n'en fallait pour payer l'opération du bébé. Le compte avait été sa police d'assurance, sa façon de prendre soin de Sophie même après qu'elle l'ait renié. Chaque mois, il y avait déposé de l'argent provenant de sa pension, de ses emplois de comptable à temps partiel, du règlement qu'il avait finalement reçu de la ville après que la corruption de Darren ait été révélée au grand jour.
Henri fixa longuement le relevé bancaire. Puis il prit son téléphone et appela Sophie. Elle répondit à la première sonnerie. « Papa, il y a un compte à la First National Bank à ton nom. Le numéro est le 447-1882-93356. Le mot de passe est ta date de naissance. » Silence à l'autre bout du fil. « Papa, je ne comprends pas. Le bébé a besoin d'une opération. L'argent est là. » « Combien d'argent ? » ?»« Assez. » Sophie se remit à pleurer, mais ses larmes sonnaient différemment. « Pourquoi ? Après ce que je t'ai dit ? Après la façon dont je t'ai traité ? Parce qu'il y a 3 ans, une fille de 20 ans très stupide a pris une très mauvaise décision. Mais ça ne veut pas dire que son bébé doit en souffrir. Je suis désolé, papa. Je suis tellement, tellement désolé. Je sais que tu le es. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux rentrer à la maison ? Henri regarda autour de lui, dans la chambre de Sophie, tous les souvenirs de la fille qui y avait vécu. La fille qui croyait aux contes de fées et aux fins heureuses. Qui pensait que ses parents s'aimeraient toujours. La fille qui vivait ici est partie, dit doucement Henri. Mais peut-être qu'on peut trouver qui tu es maintenant. 6 mois plus tard, Henri tenait sa petite fille dans ses bras pour la première fois. Elle était minuscule, à peine plus de 2 kilos, même après l'opération, mais son rythme cardiaque était fort et régulier. Sophie l'avait appelée Grace, un mot qui signifiait pardon, rédemption, seconde chance. Clarisse n'a jamais eu l'occasion de rencontrer sa petite fille. Elle avait déménagé en Floride après l'incident du country club, avait trouvé un emploi dans un hôtel de villégiature. Avait recommencé à zéro avec un nouveau nom et une histoire fabriquée. Elle envoya une carte à la naissance de Grace, mais sans adresse de retour. Darren Marin fut extradé du Mexique 2 ans plus tard et condamné à 15 ans de prison fédérale. Il avait mal vieilli pendant sa période de fugitif. Ses cheveux argentés étaient devenus gris. Son sourire confiant avait complètement disparu. Henri assista à son audience de condamnation et s'assit au fond de la salle en regardant l'homme qui avait détruit son mariage se faire emmener menotté. Valérie finit par revenir. Elle frappa à la porte d'Henri un soir alors qu'il donnait le biberon à Grace. Ses propres bagages étaient faits et son regard était incertain. « J'ai entendu parler du bébé, dit-elle. De ce que tu as fait pour Sophie. C'est ma fille. C'est ce que font les pères. J'ai eu tort de partir. Tu n'es plus le même homme qu'il y a 3 ans. Mais peut-être. Peut-être que ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose. » Henri la regarda se tenir dans sa porte, Grace dormant dans ses bras, la vie qu'il avait réussi à reconstruire à partir des cendres de sa vengeance. « Tu es sûr ? » demanda-t-il. « Parce que je ne vais pas redevenir celui que j'étais. Je ne vais pas être l'homme qui laisse les gens lui marcher dessus. Je ne veux pas que tu redéiennes celui que tu étais. Je veux juste que tu te souviennes que certaines personnes méritent le pardon et d'autres non. Et certaines personnes ne le méritent pas, convint Valérie. Ils se sont remariés le jour du premier anniversaire de Grace, lors d'une cérémonie intime dans le jardin d'Henri, avec Sophie comme demoiselle d'honneur et Marcus, récemment sorti de prison et essayant sincèrement de reconstruire sa vie, comme témoin. Le juge Léo Croft, qui avait perdu son poste mais pas sa licence, a officié la cérémonie. En tant que faveur à Henri Whitlow, consentez-vous à prendre Valérie pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé ? Henri regarda Valérie, Sophie tenant Grace, le petit groupe d'amis qu'il avait soutenu pendant sa période la plus sombre. Sa vie d'avant était révolue, consumée par la trahison et la vengeance. Mais quelque chose de nouveau avait poussé à sa place, quelque chose de plus dur, mais aussi de plus honnête, de plus réel. « Je le veux, dit Henri. » Après la cérémonie, Henri et Sophie se sont dirigés vers le garage où tout avait commencé 3 ans auparavant. L'établi était toujours là, mais les outils de la vengeance avaient été remplacés par des jouets pour bébés et des outils pour les réparations de la maison. « Est-ce que tu regrettes parfois ?» demanda Sophie. « Ce que tu as fait à maman, à Darren, à tous les autres ?» Henri considéra la question. En 3 ans, il avait détruit un empire immobilier, ruiné plusieurs mariages, mis fin à de nombreuses carrières et poussé sa propre femme à l'exil. Il était devenu quelqu'un que son ancien lui ne reconnaîtrait pas, plus froid, plus dur, plus calculateur. « Non, dit-il finalement. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Mais tu m'as pardonné. Tu es revenu. Tu as admis avoir eu tort. Tu as demandé pardon. »
Henri prit une photo de Grace sur l'établi. Ils ne l'ont jamais fait. Sophie acquiesça lentement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu élèves ta fille. Tu construis une vie avec Marcus. Si c'est ce que tu veux. Tu fais de meilleurs choix que la génération qui t'a précédé. Et toi? Henri sourit. Pas le sourire froid qui était devenu sa marque de fabrique pendant les années de vengeance, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus sincère. Je vais apprendre à ma petite fille à faire une vidange et à équilibrer un chéquier. Je vais m'assurer qu'elle comprend que les actions ont des conséquences, mais aussi que l'amour signifie accorder aux individus une opportunité de s'améliorer. Même quand ils vous infligent de la douleur? Particulièrement dans ce cas. Cependant, seulement s'ils le méritent. Ce soir-là, après le départ des invités et la vaisselle nettoyée, Henri était assis dans son salon avec Grace endormie dans ses bras. Valérie lisait sur le canapé à côté de lui. Marcus et Sophie jouaient aux cartes à la table de la cuisine, et la maison semblait à nouveau vibrante de vie. Sur la cheminée se trouvait une photographie de son premier mariage, le représentant avec Clarisse, jeune et plein d'espoir, croyant que leur amour durerait éternellement. À côté, il y avait une photographie de cet après-midi, le montrant avec Valérie, plus âgée et plus sage, leurs yeux conscients de la possibilité d'un échec, mais choisissant néanmoins de tenter leur chance. Henri contempla les deux photographies et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la paix. Pas la satisfaction glaciale d'une vengeance accomplie, mais le contentement chaleureux d'une vie reconstruite sur des fondations plus solides. Il avait commencé comme un comptable doux qui laissait les gens l'exploiter. Il s'était transformé en un homme capable de détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Maintenant, finalement, il était quelque chose entre les deux, quelqu'un qui pouvait aimer profondément mais ne serait le pigeon de personne. Quelqu'un qui comprenait que le pardon se mérite, et n'est pas donné gratuitement. Grace remua dans ses bras, son petit poing se refermant autour de son doigt. Elle avait les yeux de Sophie mais le menton obstiné de Marcus, et quand elle regardait Henri, il ne voyait aucun jugement dans son regard, juste un amour pur et simple. « À quoi penses-tu » demanda Valérie. « À des chiffres » dit Henri. « J'ai toujours été bon avec les chiffres. »« Quel genre de chiffres » Henri embrassa le front de Grace et se recala dans son fauteuil. « Le genre qui aboutisse à quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. » Dehors, la neige recommença à tomber, recouvrant l'allée où sa vie d'avant s'était terminée et où sa nouvelle vie avait commencé. Dans la cuisine, Sophie et Marcus riaient de quelque chose, leurs voix se mêlant au vent contre les fenêtres. Henri Whitlow avait appris que la vengeance est un plat qui se mange froid, méthodiquement et complètement. Mais il avait aussi appris que certaines fins ne pouvaient jamais être satisfaites par la seule destruction. Certains appétits nécessitent de la création. Du pardon. Le soin attentif des relations qui peuvent survivre à la trahison et se renforcer par la suite. Il regarda le bébé endormi dans ses bras, la femme à côté de lui, le jeune couple planifiant son avenir dans sa cuisine. C'était sa dernière transaction. Non pas un échange de douleur contre douleur, mais un investissement dans quelque chose qui pourrait réellement durer. Grace ouvrit les yeux et le regarda avec une confiance totale, et Henri comprit que c'était à cela que ressemblait la victoire. Pas la destruction de ses ennemis, mais la construction de quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Il avait toujours été doué avec les chiffres, mais ce n'est que maintenant qu'il comprenait que l'équation la plus importante ne concernait pas les profits et les pertes, l'actif et le passif, les crédits et les débits. Elle concernait l'amour donné et reçu, la confiance brisée et restaurée, les opportunités offertes et les opportunités saisies. Et pour la première fois depuis des années, les comptes d'Henri étaient enfin équilibrés.